Les derniers développements de la situation du pipeline Niger-Bénin étaient au centre d'un point de presse conjoint ministre du Pétrole, ministre de la Justice. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre du Pétrole a menacé d'arrêter le brut pour l'exportation et celui de la Justice de porter l'affaire devant la Cour d'arbitrage de l'OHADA si le Bénin continue de violer l'accord qui lie les deux pays. Retrouvons Balima Abourema et Ablaziz Chibrila pour le résumé. Les inspecteurs nigériens au Bénin sont régulièrement arrivés dans ce pays, selon le ministre du Pétrole, Mohamed Mustafa Maman Barké. La directrice générale adjointe de WAPCO Niger et deux autres inspecteurs sont dans les mains de l'armée béninoise depuis hier, alors qu'ils contrôlaient l'arrivée et le chargement du pétrole nigérien. Nos équipes ont été libérées et conduites à leur hôtel. Je signale que ces équipes étaient arrivées au Bénin régulièrement dans le cadre de leur mission. La société WAPCO avait été informée et elle en avait informé les autorités béninoises. Tout comme lorsque le ministre béninois de l'énergie, des mines et de l'eau était venu au Niger, nous avions été prévenus par WAPCO Niger de leur arrivée. C'est pourquoi, selon lui, le Niger est en droit d'arrêter l'acheminement du brut et arrêter aussi la production au niveau des coulées. Si nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Kouléli. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Donc, non seulement le bateau ne pourra plus charger, mais nous n'allons plus envoyer notre pétrole dans le pipeline jusqu'à ce que les Béninois décident de respecter leurs engagements et jusqu'à ce que le partenaire chinois les amène à respecter leurs engagements. Pour le ministre de la Justice, le Bénin a régulièrement violé l'accord liant les deux pays. Cependant, selon Aliou Daouda, c'est la Chine qui ne joue pas franc jeu. Nigérienne, le Bénin, non seulement il viole les dispositions du contrat, mais permet aussi à la société, aux Chinois, à l'autre partenaire, d'agir seul et sans aucune contrepartie en matière de contrôle. Donc nous, c'est en cela que nous avons estimé que, au-delà du Bénin, même notre partenaire ne joue pas franc jeu entre nous. Parce que dans les négociations de discussion de ce matin, la solution proposée par la partie chinoise, c'est que nous, les Nigériens, que nous nous abstenons d'être présents alors que le contrat, qui est la loi des parties, impose au Bénin, aux partenaires et au Niger de se retrouver ensemble pour le contrôle. Depuis janvier dernier, le Niger et le Bénin sont à couteau tiré sous la mise en œuvre du pipeline Bénin-Niger. Ce bras de fer est aussi consécutif à la fermeture de la frontière Niger-Bénin suite au coup d'État du 26 juillet 2023 où la CEDEAO et l'UEMOA ont pris des sanctions contre le Niger. Plusieurs étudiants nigériens étaient ce matin face à la presse pour demander la clémence des autorités nigériennes de revoir l'âge demandé pour le recrutement des élèves officiers et sous-officiers d'active qui aura lieu en juillet prochain. Boubacar Amadou et Abdoulaye Seydou pour les explications. À l'origine de cette sortie médiatique de ce groupe de jeunes étudiants, ce communiqué du ministère de la Défense nationale que voici en date du 3 juin 2024. Dans celui-ci, la commission permanente de recrutement et de sélection annonce l'organisation des recrutements d'élèves sous-officiers d'active promotion 2024. Parmi les conditions de recrutement, il est écrit qu'il faut être âgé de 18 à 23 ans, soit 18 ans au plus pour le bac et 23 ans au plus pour la licence.
Des conditionnalités qui n'arrangent pas une majorité écrasante des étudiants qui passent plusieurs années avant l'obtention du bac et la licence pour d'autres. Vraiment, arranger les critères d'âge. On veut vraiment à ce que l'État arrange les critères d'âge pour que la jeunesse puisse accéder aux différents concours. Vraiment, la jeunesse nigérienne font face à de nombreux défis pour achever leur cursus universitaire, notamment des retards chroniques dans les programmes scolaires, des infrastructures insuffisantes, des grèves récurrentes et un manque criant des ressources pédagogiques. Ces réalités allongent considérablement la durée des études et retardant l'obtention des diplômes requis pour postuler au concours. Il est temps d'ouvrir vraiment les portes de l'armée nigérienne à tous les jeunes talentueux du pays. Ces jeunes qui disent avoir la volonté et l'engagement de servir valablement leur patrie lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités qu'ils considèrent comme leurs parents, à avoir un œil regardant sur leur situation afin de revoir ces dates initialement annoncées dans le communiqué. Nous les jeunes, on est à féliciter quand même nos chers parents. Nous qui sommes là aujourd'hui, on a des ambitions, on a des passions de faire le concours, mais malheureusement, il y a le critère d'âge. Donc nous, le seul message qu'on voulait transmettre à nos parents, c'est de vraiment revoir les cas de critères d'âge. Et quand bien même avant de venir ici, ce qui nous a motivés, ce qui nous a encouragés de venir ici, certes, notre délégation ici, on n'a pas eu la chance d'échanger avec les autorités, avec le gouvernement. Mais les gens qui ont eu à échanger avec eux, ce sont eux qui nous ont motivés parce qu'ils nous ont dit qu'on n'a jamais eu un gouvernement qui aime écouter aussi son peuple et sa nation comme celle de son excellence. Donc c'est ça qui nous a motivés à venir ici vraiment pour transmettre ces messages. Et nous souhaitons que ce message, Inch'Allah, soit à son niveau. Car une fois qu'ils arrivent à apprendre cette nouvelle, on sait que notre problème sera résolu. Ce concours de recrutement est prévu pour les 22, 23 et 25 juillet 2024 dans les centres des 8 régions du pays. En ce mois de juin, on ne peut toujours pas parler véritablement de saison pluvieuse. À cette date, comment se présente la situation de la campagne agricole? Élément de réponse dans cet élément de Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane. À Niamey, le mois de juin est considéré comme la période de l'installation de la campagne agricole. Dans cette optique, généralement, c'est la deuxième décade du mois de juin que les agriculteurs espèrent l'installation progressive de la campagne agricole. Au niveau de la direction régionale de l'agriculture Niamey, on s'active dans les préparatifs de cette campagne agricole à travers plusieurs actions. Nous sommes au stade de préparation. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à faire des séries de renforcement de capacités à l'endroit de notre dispositif de collecte des données, communément appelé enquête, prévision, estimation de récolte. Donc, du côté des semis, il y a eu 4 villages qui ont pu semer, mais malheureusement, là aussi, ce n'est pas l'intégralité. C'était juste, comme on peut le dire, un producteur ne peut pas voir la pluie tomber et ne pas semer. Donc c'est vraiment des semis partiels qu'ils ont eu à faire et qui actuellement sont en train d'être perdus du fait que les pluies n'ont pas été régulières jusqu'à ce stade-là. Et aussi l'ensevelissement par les vents de sable. Selon la première responsable de l'agriculture de Niamey, en termes de semis, pour l'instant, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de problème, en tout cas pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. On ne peut pas s'inquiéter du moment où l'année passée, on avait semé à la deuxième décade de juin. Les semis n'ont été effectifs qu'à la deuxième décade de juin. Et si les pluies avaient été régulières, on allait s'attendre vraiment à une très bonne production. Mais malheureusement, vers la fin de la campagne, les pluies n'étaient pas régulières, ça n'a pas bien donné, ou bien ça n'a pas donné ce qu'on espérait, quoi. Mais si on arrive à semer, même si c'est à la deuxième décade là, et que les pluies ont été bien réparties dans le temps et dans l'espace, en tout cas tout dépend de
de la pluviométrie. Si c'est bien réparti, on peut espérer une bonne campagne. La campagne agricole n'a pas véritablement commencé, surtout ici à Niamey. Quant à la situation alimentaire, elle reste dominée par la hausse des produits de première nécessité, à savoir le mil, le maïs et le sorgho. Zulhijja, période durant laquelle les fidèles musulmans sont exhortés à multiplier les bonnes œuvres, notamment dans la première décade de ce mois. Achatou Mamadou et Omar Boukari sont allés à la rencontre des prédicateurs pour en savoir plus sur les bienfaits contenus de ce mois. Tout comme le mois béni de Ramadan, le 12e mois du calendrier hijrien, Zulhijja, renferme aussi d'autres bénédictions dont les musulmans peuvent profiter. Tout au long de la première décade et le 10e jour correspondant au sacrifice et la fête de Tabaski l'Eid el-Kébir, les musulmans sont invités à multiplier les bonnes actions. C'est une décade la meilleure en bonne œuvre parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas des jours meilleurs au cours desquels les bonnes œuvres sont plus aimées de Allah subhanahu wa ta'ala que pendant ces jours de la première décade du mois de Zulhijja. Ceci est très important et c'est une décade au cours de laquelle il faut multiplier les bonnes œuvres que nous connaissons, lecture du Saint-Coran, prière surrogatoire, renouer le lien de parenté, multiplier les actes de charité, multiplier les bonnes œuvres parce que déjà la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est là et Allah subhanahu wa ta'ala aime plus les bonnes œuvres qui sont accomplies. Dans la même période, certains actes sont déconseillés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de surcroît et dès qu'apparaît le croissant lunaire du mois de Zulhijja, que celui qui se propose de faire le sacrifice s'abstienne de couper les ongles et les cheveux jusqu'à l'accomplissement de l'acte. Dans cette première décade figure Arafat, une journée toute particulière pour les musulmans. Le jeûne de Arafat c'est un jeûne surrogatoire très important qui incombe aux musulmans qui ne sont pas allés au pèlerinage. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs que celui qui jeûne la journée de Arafat aura la rémission des péchés d'une année passée et d'une année à venir. Pourquoi ne pas s'organiser, prendre autant que possible une demi-journée, toute la journée ou bien la soirée, se mettre en famille et encore pour invoquer Allah, pour multiplier les zikrs, pour implorer Allah, pour chercher son pardon. Cheikh Khaladou Yahya, prédicateur, ajoute que les musulmans aient l'intention de faire le sacrifice édicté par Allah et n'ayant pas le moyen peuvent se rassurer, car le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, l'a déjà accompli pour toute sa Ummah. Dans le cadre de la modernisation et de la maîtrise des effectifs du Hajj 2024, le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah a mis à disposition des pèlerins une carte intelligente dénommée Nusuk. Un concentré de technologie qui facilite non seulement les rites du Hajj aux pèlerins, mais aussi qui permet aux visiteurs des lieux saints d'évaluer les prestations rendues durant le voyage spirituel tout en contribuant à leur amélioration. En coordination avec les autorités compétentes, le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah a lancé il y a quelques semaines au profit des pèlerins des cartes intelligentes qui offrent plusieurs services pour faciliter l'accomplissement des rituels du Hajj. Lors d'une visite en République d'Indonésie, son Excellence le ministre du Hajj et de la Umrah du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Taufik bin Fawzan Al-Rabia, a expliqué que la carte NUSIC est dotée de plusieurs caractéristiques en vue de bien et mieux servir les pèlerins tout en facilitant et fluidifiant leurs déplacements. La carte permet également en temps réel de recevoir les notifications importantes
notamment les informations relatives à la répartition par groupe des pèlerins. Ces prestations permettent en outre aux visiteurs des lieux saints de bénéficier des services sanitaires tout en garantissant une identification du pèlerin auprès des parties organisatrices. Cette carte intelligente permet aussi de bien recenser les données et les informations du pèlerin et par conséquent de mieux subvenir à ses besoins. À travers ces deux versions imprimées et numériques, la carte NUSIC permet aussi aux visiteurs des lieux saints de formuler des plaintes et des observations. Les pèlerins ont ainsi l'opportunité d'évaluer l'ensemble des prestations et services fournis par les entreprises et les compagnies durant la saison du Hajj, ainsi que ceux rendus par les établissements hôteliers et les services y afférents. Cette évaluation permettra au ministère saoudien du Hajj et de la Oumra de recueillir assez de données à même de lui permettre de parfaire l'organisation des prochains Hajj et Oumra. Dans le même cadre, le ministère du Hajj et de la Oumra du Royaume d'Arabie Saoudite a rappelé que dans le cadre de l'organisation des rites du Hajj 1445, seuls les détenteurs de la carte intelligente Nusuk seront autorisés à entrer dans les lieux saints. Retrouvons Mustafa Zongoma. L'accès aux lieux saints de l'islam pour le Hajj 1445 est assujetti à la détention de la carte intelligente NUSIC, a confirmé le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra. Cette obligation est faite non seulement aux pèlerins réguliers autorisés à effectuer le Hajj, mais aussi aux organisateurs et autres travailleurs qui s'occupent des affaires des pèlerins. Le ministère a souligné qu'il n'y aura aucune exception à cette mesure et ceux qui la contreviennent s'exposent à des sanctions conformément aux règles et aux directives du Hajj. Deux versions de la carte intelligente NUSIC ont été lancées par le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, une version papier que les pèlerins portent sur eux et une version numérique accessible en scannant le code présent sur la carte papier à l'aide de la caméra du téléphone. Dans une série de publications postées sur ses comptes Facebook et X, Twitter précédemment, le ministère saoudien a donné des précisions sur les fonctionnalités de la carte intelligente NUSIC. Le ministère a réitéré son avertissement concernant les escroqueries liées au pèlerinage qui sont annoncées sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays. Il a souligné que la venue pour accomplir le devoir du Hajj ne peut se faire qu'après l'obtention d'un visa du Hajj délivré par les autorités compétentes du Royaume d'Arabie Saoudite en coordination avec les bureaux des affaires du Hajj dans ces pays ou via la plateforme NUSIC Hajj pour les pays qui ne disposent pas des missions de Hajj. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a entamé en début de semaine une tournée diplomatique dans 4 pays africains. Cette visite vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Russie et ses États. Cependant, nombre d'analystes voient dans ce périple un moyen de renforcer l'influence russe dans cette zone et de contrer celle des Occidentaux. Sidikou Haruna. Rencontré le ministre français de l'époque Jean-Yves Le Drian et Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Ils m'ont demandé tous les deux pourquoi nous avions envoyé nos instructeurs militaires au Mali. Ils ont dit que c'était quand même la zone d'influence française. C'est tout. Mais nous avons un autre principe. Nous sommes amis avec ceux qui veulent être nos amis. La Russie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, affiche une volonté de renforcer ses relations bilatérales avec les pays africains. Sergei Lavrov est attendu dans 4 pays africains, à savoir la Guinée, le Congo, le Tchad et le Burkina Faso. Officiellement, la Russie souhaite développer ses échanges commerciaux avec l'Afrique, notamment dans le secteur de l'énergie, des infrastructures et des matières premières. Le continent africain, riche en ressources naturelles, représente une opportunité pour Moscou de diversifier ses partenariats économiques et de trouver de nouveaux débouchés pour ses produits. Vous savez, la fédération de la Russie est en train de percer en Afrique aujourd'hui. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Congo, etc., ont des relations de coopération économique, diplomatique, culturelle et militaire avec la Fédération de la Russie. La Russie est un partenaire stratégique
incontournable. La coopération militaire est également à l'ordre du jour avec des discussions portant sur la vente d'armes et la formation des forces de sécurité. Plusieurs pays africains bénéficient déjà de l'assistance militaire russe et Moscou cherche à étendre cette influence. La Russie propose également des programmes de bourse pour les étudiants africains, des échanges culturels et des partenariats universitaires afin de renforcer les liens entre les populations. Non, c'est une visite que nous attendions. C'est une visite qui est importante pour nous parce qu'aujourd'hui, la Russie est un partenaire stratégique qui nous accompagne dans notre ambition d'être un pays souverain et libre de ses opinions. Certainement, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, est en déplacement pour réchauffer la coopération économique, militaire, culturelle avec certains pays africains qui ont manifesté leur grand intérêt pour la coopération avec la Russie. Cependant, plusieurs observateurs, derrière ces objectifs officiels, se cachent des intentions plus stratégiques. La tournée de Lavrov est perçue par beaucoup d'analystes comme une tentative de rallier les pays africains à la cause russe dans le cadre du conflit en Ukraine. En effet, c'est une tournée qui intervient dans un contexte international particulièrement tendu. La guerre en Ukraine a profondément modifié les équilibres géopolitiques et la Russie cherche à consolider ses alliances face à l'isolement croissant imposé par l'Occident. Dans ce contexte, la Russie cherche à diversifier ses partenariats et à trouver de nouveaux soutiens. Cette tournée intervient également à quelques jours de la tenue du sommet de la paix en Suisse. Le sommet réunira les soutiens de l'Ukraine pour discuter des moyens de mettre fin au conflit. Il est probable que la Russie y soit vivement critiquée et Moscou anticipe cette situation en cherchant à renforcer ses alliances. La tournée de Lavrov en Afrique peut être vue comme une tentative de préparer le terrain diplomatique avant ce sommet crucial. Pour l'Occident, cependant, et la France en particulier, cette tournée représente un défi supplémentaire. La présence croissante de la Russie en Afrique complique les efforts de l'Occident pour isoler Moscou et pour Paris, cette randonnée dans son précaré africain compliquerait davantage sa stratégie pour un retour en zone de son influence mise à mal ces derniers temps dans le Sahel.